Tu écoutes le podcast Élever la physio avec François Grégoire. Suis-moi alors que j'explore et discute de tout ce qui concerne le marché de la physio et de la santé physique sous un autre angle, au-delà de la pratique. On va parler de l'état de la profession dans le marché de la santé physique en abordant plusieurs sujets, allant de la gestion à la psychologie en passant par les aspects sociaux entourant ou impactant la physiothérapie au Québec et ailleurs. Discutons et analysons notre marché, apprenons et trouvons des solutions pour qu'ensemble, on puisse élever la physio. Salut, c'est François. Aujourd'hui, on essaie quelque chose de différent. Je vais partager des conseils pour les jeunes professionnels en physio. Alors, même si comme moi, tu ne te considères plus vraiment comme un jeune professionnel, dis-moi ce que tu en penses de cet épisode-ci. Donne-nous toi aussi des conseils de début de carrière. Évidemment, malgré que ces conseils s'adressent à un plus jeune public, des jeunes professionnels qui rentrent sur le marché du travail ou qui y sont depuis peu, on oublie parfois des choses importantes, c'est bien de s'y rappeler. Alors, c'est un épisode qui est inspiré par un thread sur Physiogramme, sur Instagram. Alors, je vais réagir en direct aux conseils partagés et les compléter avec mes propres expériences. Prépare-toi pour une discussion enrichissante sur la santé personnelle, l'équilibre de vie et la croissance professionnelle. Allez, c'est parti! Salut, c'est François. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de différent. Un épisode sur des conseils qu'on pourrait donner à des nouveaux gradués en physio. En technique ou à l'université ou à des jeunes professionnels. Donc, si ça fait pas trop longtemps que tu es sur le marché du travail. Moi, ça va faire 17 ans que je pratique en juin, puis je pense que je suis encore un jeune professionnel. Donc, ça peut s'adresser à plusieurs personnes. Puis des fois, c'est des choses qui sont le fun à se faire répéter, qu'on avait peut-être un peu oublié. Puis, dans le fond, je ne sais pas si tu connais le compte Instagram Physiogramme. Ils ont eu, il y a quelques semaines, justement, un thread comme ça, un fil de conseils divers que des gens ont écrit. Puis, en fait, là, de façon totalement, c'est pas live parce que je l'enregistre, mais de façon, j'ai pas lu là, les conseils. Fait que je vais me promener dans la liste. Il y a quand même pas mal de commentaires. Fait que je vais me promener dans la liste donc de ce thread-là sur Physiogramme avec les conseils. Puis je vais donner les conseils, je vais te dire si je suis d'accord ou pas, puis je vais renchérir un petit peu en parlant peut-être d'expérience personnelle. Donc, si on part du début où Physiogramme demande, ça dit hashtag superphysio, comment random advice. Puis là, bien évidemment, il y a plein de gens qui disent des choses comiques, mais si on commence par des trucs qui sont quand même vraiment pertinents, puis je vais les traduire, traduction libre, là, c'est majoritairement en anglais, évidemment, focuser sur sa santé personnelle autant que sur la santé de nos patients. Effectivement, je pense pas qu'on n'apprend rien à personne en 2024 en disant ça, mais parfois on a tendance à l'oublier. Personnellement, maintenant, je mets mes temps mes temps personnels dans mon calendrier, surtout mes périodes de sport ou d'entraînement, parce que c'est une plage que je dédie à moi. C'est parfois facile à dire parce que quand ça déborde, on a tendance à couper sur soi-même en premier. Mais on se rend compte, puis c'est un peu insidieux parce que si une semaine, tu coupes tes sports pour X, Y raison, ben, ça fait en sorte que généralement, tu t'en rends pas compte. Là, tu te rends pas compte de l'impact négatif que ça a directement dans cette semaine-là. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Puis à chaque fois qu'on arrête pendant trop longtemps de s'occuper de soi-même, je parle d'activité sportive, mais ça peut être d'autres choses, mais surtout le fait de bouger, là, on finit par se rendre compte de pourquoi est-ce que j'ai arrêté. Là, tu sais, je me sens pas bien dans ma peau, je me sens pas bien dans ma tête. Dans tous les cas, je pense que c'est important de garder en tête que pour être capable d'aider les autres, autant comme gestionnaire, manager, que surtout comme professionnel de la physio, faut être bien avec soi-même d'abord. Faut être bien dans notre tête et physiquement. Bon, là, si on parle, par exemple, surtout d'activité physique, bien évidemment, super important. Essaie de absolument booker ça à un moment qui te convient dans ton horaire, puis de pas couper sur toi quand ça déborde. Des fois, c'est une chose de voir que ça déborde. Parfois, c'est important dans la vie quand il y a des choses qui changent. Là. Je pense que comme jeune professionnel, on ne se rend pas nécessairement compte de ça, mais il va y avoir des cycles
dans ta vie, où parfois il y a des changements importants qui vont avoir lieu, qui font en sorte que ça vient changer ce cycle-là, ou c'est un nouveau cycle, là, tu sais, puis le beat est différent. Donc, des fois, il faut se réajuster. Donc, si tu te rends compte que tu faisais toujours de l'activité physique au même moment, par exemple, dans ta semaine, où tu prenais du temps pour toi, toujours au même moment dans ta semaine, parfois, tu vas peut-être te rendre compte que tu es toujours en train de couper sur toi pour d'autres raisons. Hein, le travail, la famille, les amis, hein, c'est les différentes sphères que tu peux avoir dans ta vie. Ben, à ce moment-là, si c'est quelque chose qui devient redondant, c'est important de prendre un pas de recul puis de regarder comment est-ce qu'on peut réorganiser notre temps. Parfois, c'est de trouver du temps ailleurs, mais de faire en sorte que comment est-ce qu'on peut réorganiser notre temps pour faire en sorte qu'on maintienne ce temps-là pour soi. Super important. En affaires, dans cette croissance-là, c'est important de trouver des gens qui veulent participer à ce qu'on fait avec nous. Et ça peut se faire de façon très naturelle. Généralement, en affaires, on va dire de déléguer. Donc, dans le fond, il y a certainement des personnes à l'intérieur de l'organisation où tu travailles qui seraient prêts à prendre certaines tâches dans un contexte où la demande devient plus forte là, de part et d'autre. Dans mon cas, par exemple, puis je suis certainement pas la première, là j'en parle, mais c'est sûr, je suis pas la première personne qui vit ça, mais dans un contexte où l'entreprise grandit, ben, il y a plus de responsabilités. Mais ça fait en sorte que, évidemment, à un moment donné, dans le nombre d'heures qui est possible dans une semaine, ça a d'autres impacts. L'impact positif qu'il y a avec la famille, mais l'impact réel où ça nécessite de la réorganisation de temps parce que travailler les soirs pour la fin de semaine, c'est facile quand on est célibataire puis qu'on n'a pas d'autres responsabilités. Mais à partir du moment où tu as une famille, et parfois la famille, c'est les enfants, le chum, la blonde, évidemment, mais c'est parfois aussi les parents. Donc, on a peut-être parfois un parent malade ou un parent qui a besoin d'aide, un frère ou une sœur ou quelqu'un qui est proche de nous. Donc, à partir du moment où ça vient nous prendre de notre énergie puis de notre temps dans notre semaine, ben, c'est encore plus important de garder du temps pour soi. Mais là, il faut trouver une façon de réorganiser notre temps pour faire en sorte qu'on soit capable de se libérer du temps personnel. Donc, vraiment, super important pour être capable d'aider les autres. Il faut être soi-même bien, psychologiquement et physiquement. Et ça, c'est important de maintenir du temps pour toi dans ta semaine, à chaque semaine. Prochain conseil. Il y a un conseil qui dit non est une phrase complète. Donc, je pense que ce que la personne veut dire, c'est que on n'est pas obligé d'accepter tout dans la vie, puis qu'on n'est pas obligé de toujours se justifier. Bon, je pense que c'est peut-être la personne a peut-être vécu des situations qui sont pas nécessairement positives, là. Évidemment, on parle du milieu du travail ici, là, dans notre domaine. Probablement, tu sais, que la majorité des endroits où on travaille sont des très bons endroits. Bon, je pense que l'endroit peut avoir, c'est surtout les gens avec qui on travaille qui font la différence. Les gens avec qui on travaille comme équipe, nos patrons, ou ça, c'est des gens avec qui on a, puis ou non, qui deviennent peut-être nécessairement nos mentors. Alors, est-ce que non est une phrase complète, no complete sentence? Ben, bien sûr, mais en même temps, moi, je crois beaucoup à la discussion, à la porte ouverte. Bon, c'est facile à dire. Après ça, qu'est-ce qu'on dit? Il faut le faire, là. Donc, c'est important d'expliquer. Je pense que c'est important d'expliquer pourquoi est-ce qu'on prend une décision X ou Y. Tout le monde n'est pas prêt à donner de la même façon ou au même pourcentage et c'est correct. Évidemment, il y a encore une fois, des fois, dans les sphères de notre vie, ils prennent plus de place. Puis c'est correct d'en donner un peu moins dans une des sphères. Puis cette sphère-là, ça peut être le travail. Ça peut être aussi une question de mode de vie pour toutes sortes de raisons. Je me valorise beaucoup par le travail, mais on ne se valorise pas tous ou toutes par la même chose ou de la même façon. Et parfois, ça change ça aussi dans la vie. Donc, est-ce que non est une phrase complète? Bien sûr, mais est-ce que je pense qu'on peut s'asseoir puis se parler entre humains? Je pense que c'est ça le plus important. Un conseil juste en dessous qui dit de ne pas prendre de quelqu'un à qui là, c'est une traduction libre, là, de ne pas prendre la critique de quelqu'un vers qui on irait pour avoir un conseil. Donc, c'est un jugement humain. Donc, il y a peut-être des gens avec qui on a moins d'affinité. Les gens envers qui on n'ira pas prendre de conseils. Parfois, c'est des gens qui nous en donnent souvent des conseils. Euh, je pense que nous-mêmes, comme individus, on doit faire attention à ne pas donner de conseils non sollicités. Et ça, on le vit avec nos patients. C'est difficile de créer du changement quand on tente de forcer ce changement-là. Donc, c'est préférable de demander aux gens s'ils veulent notre opinion avant de la donner.
ou simplement d'attendre qu'ils nous le demandent. Donc, ça, c'est une des barrières au changement, là. Plus on tente de convaincre quelqu'un de quelque chose, ben, le plus cette personne-là va se braquer. Donc, évidemment, la personne qui va voir, si tu vas voir quelqu'un pour lui donner un conseil, puis que finalement tu lui dis quoi faire, sans que cette personne-là ait demandé, les chances que ça fonctionne, c'est très, très mince. Donc, jouer le rôle de leader puis de mentor, c'est d'abord d'écouter, et ça, on doit le faire avec nos patients, et c'est important de le faire entre collègues, c'est une preuve de leadership, d'écouter d'abord et de conseiller par la suite. Si on écoute les gens vont venir nous demander des conseils, et à ce moment-là, cette barrière-là va être beaucoup plus petite à amener, à être capable d'amener des gens vers s'améliorer, avoir de la croissance finalement. Donc, c'est une caractéristique importante du leadership, d'écouter d'abord. C'est pas toujours facile, mais une fois que la personne se sent comprise, elle est beaucoup plus apte à écouter nos conseils. Alors, la personne qui donne des critiques à quelqu'un, ben, faut pas s'attendre à ce que cette personne-là euh, soit écoutée pour des conseils finalement. Un autre conseil, super important, vraiment important, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec les jeunes professionnels et nouveaux gradués. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on je vais essayer de dire ça puis rester politically correct, là. Dans certains systèmes, on valorise beaucoup la prise de notes qui est très ambitieuse et qui prend beaucoup de temps. Le conseil, c'est don't waste time writing novels for your notes. Ne gaspille pas de temps à écrire des romans dans tes notes. Écrire des notes, c'est probablement la chose que la majorité des professionnels de la physio n'aiment pas. Euh, Moi inclus. Quand on est en affaires, c'est de la paperasse du gouvernement puis de la CNESST, mais pas de la CNESST qui paye, la CNESST comme employeur. C'est sans fin, là, les formulaires, puis il y a des formulaires que c'est encore par fax là, en 2024, c'est toujours assez incroyable. Bon, pas partout, là, ça change, mais ça change bien, bien tranquillement. Donc, la fameuse paperasse, hein, puis écrire nos notes, ben, c'est un mal nécessaire. La technologie va probablement continuer à nous aider parce qu'il y a un besoin de ce côté-là, là, les professionnels de la physio, puis évidemment, probablement dans d'autres professions aussi, là, écrire ce qu'on fait, on a l'impression de perdre notre temps. Puis là, je faisais une critique un peu là, de certains systèmes dans lesquels on va écrire des notes 70% de notre temps, là, ça n'a aucun sens. Essayer de rester simple et concis dans qu'est-ce qu'on fait. L'ordre veut voir dans nos notes, puis là, disclaimer, là, je ne suis pas l'ordre professionnel, puis je ne suis pas le syndic, là, puis je ne suis pas l'inspection, mais je pense que je ne me tromperai pas en disant que ce que l'ordre veut voir, c'est une réflexion adéquate dans le traitement des déficiences et incapacités de nos patients en physio. Donc, il faut qu'on puisse voir dans un dossier la logique derrière les interventions qu'on va poser et s'assurer qu'on soit sécuritaire. Donc, que s'il y avait des red flags, par exemple, là, qu'on est allé screener les choses nécessaires basées sur, entre autres, l'historique du patient puis la partie subjective. Donc, s'il y a une logique entre la partie subjective, l'évaluation, le diagnostic pour les physios, les interventions par la suite. Mais ça, il faut être capable de le voir dans le dossier. Normalement, encore une fois, disclaimer, je ne suis pas l'ordre, je ne suis pas la discipline ou le syndic, etc. Mais je suis pas mal certain que à l'ordre, si on a 1 + 1 = 2, ça fait de la logique. On a nommé nos interventions. Souvent, l'ordre aime beaucoup avoir du test-retest. Malheureusement, c'est pas toujours si simple, hein. Si on travaille en douleur chronique, on n'a pas des gains à chaque jour ou à chaque semaine, mais tant aussi longtemps qu'il y a une explication valable et valide dans nos interventions, je pense qu'on est correct. Je pense qu'il faut apprendre à ne pas écrire ce qui n'est pas nécessaire. Quelqu'un, par exemple, donc il y a peut-être, tu sais, il y a certains textes qu'on pourrait faire par réflexe, mais si la personne, dans ce qu'elle nous dit, ça nous amène pas du tout à penser qu'il y a telle ou telle problématique, ben évidemment, à ce moment-là, d'aller l'évaluer, c'est pas toujours pertinent. Donc si c'est pas pertinent d'évaluer quelque chose selon le cas qu'on a devant nous, ben c'est correct de ne pas l'écrire parce qu'on n'a pas fait le test parce que c'était pas pertinent. Donc, est-ce qu'il y a une logique dans le suivi de la partie subjective, la partie d'évaluation objective, le diagnostic et les interventions? Je pense que c'est ça qui est le plus important. Alors, personnellement, j'utilise plus de Canva d'éval.
depuis quand même un certain temps, là, ça va faire 17 ans, comme je le disais tantôt, que je pratique. Donc, ça fait un petit bout de temps là, que j'ai pas été un nouveau physio ou un nouveau professionnel de la physio. Mais rapidement, je pense que le Canva devient superflu. Quelqu'un qui nous consulte pour des symptômes en cervical, après avoir, en se réveillant un matin, après avoir l'impression d'avoir dormi dans une mauvaise position, puis qu'il y a une douleur présente qui est empirée par, je sais pas, la rotation droite, ben, ça peut être assez straightforward, là. Ça peut être assez direct comme problématique, problématique mécanique en rotation droite, en cervicale, et voilà. Donc, il y a peut-être des choses qu'on n'aura pas besoin d'évaluer parce que c'est assez clair déjà, selon ce que la personne nous dit, quelle problématique on a. Ensuite de ça, ben, on fait les tests nécessaires pour confirmer ce qu'on pensait. Donc, après ça, le canevas d'Eval devient parfois laborieux parce que c'est comme si en tout cas, moi, je me rappelle quand j'utilisais ça, j'avais tendance à vouloir remplir toutes les cases, mais il y a des cases qui sont pas pertinentes là-dedans. Et là, si on finit par perdre notre temps, puis le patient le remarque ça. Donc là, c'est pourquoi est-ce qu'on veut pas perdre du temps à faire des notes? Parce qu'on n'aime pas ça, mais aussi parce qu'on veut fournir un service. Quand on veut fournir un service aux gens qui viennent nous voir, aux gens qui payent, autant en privé que dans le système public. Les gens payent. C'est pas, le système public n'est pas gratuit, hein. Le système public est universel, presque, mais ça coûte très cher. Donc, les gens qui sont là, tout le monde participe d'une certaine façon à payer son traitement. Et la seule différence, c'est la méthode dont les gens payent, hein. L'État paye le système de santé publique, et ça vient de nos taxes et impôts, c'est 50% des budgets des programmes. En privé, la personne paye directement. Donc, c'est la même chose. La différence, c'est d'où vient l'argent, simplement. Alors, c'est important de fournir le service parce que on a besoin de nous, puis on a besoin de nous quand on est efficace, puis qu'on est capable de voir, puis d'aider le plus de patients possible. Euh, je pense que la technologie va finir par nous aider à être capable de voir plus de monde ou aider plus de monde sans nécessairement toujours les voir. Euh, on va en reparler. Il y a un super bon commentaire. Remember, you may be that person's first or only positive experience with a health professional. Donc, rappelle-toi. Donc là, ça, c'est de la fierté, hein, de vouloir offrir quelque chose de bien au travail. Rappelle-toi, tu pourrais être la seule expérience, la première ou la seule expérience positive de ton patient avec un professionnel de la santé. Et ça nous arrive. Évidemment, je vais rester positif, là, je vais me dire que la majorité des gens, incluant les professionnels de la santé, beaucoup d'eux-mêmes, mais bon, on n'est pas parfait. Puis on a d'autres sphères de notre vie qui peuvent influencer. Puis c'est pour ça qu'on revient là, au premier message, super important de prendre soin de toi. Les gens qui prennent pas suffisamment soin d'eux, puis qui prennent soin des autres constamment, ça devient drainant. Et parfois, on devient pas gentil dans nos interventions et on envoie des patients qui nous en parlent. Qui ont vécu des expériences désagréables avec X ou Y autres professionnels de la santé. C'est un sujet duquel je parle souvent. Là. Je pense pas que j'en ai déjà parlé publiquement, ou en tout cas, peut-être pas autant que ce que je peux l'aborder là. Là. Les thérapies alternatives ont bien compris ça, l'impact positif du relationnel. C'est des facteurs non spécifiques finalement en physio ou en santé physique dans notre cas. Donc, la relation thérapeutique, c'est un facteur non spécifique vraiment important dans la possibilité que les gens vont s'améliorer, récupérer ou être satisfaits finalement de nos services. Alors, de se rappeler que c'est possible qu'on soit la première et peut-être même la seule expérience positive avec un professionnel de la santé, un ou une professionnelle de la santé, c'est vraiment important. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait se rappeler plus souvent. Je pense que je vais le prendre, ce conseil-là, pour moi. Je pense que je donne un bon service, mais de vouloir bien faire, de vouloir aider les gens, puis de vouloir mettre les gens en confiance ou remettre les gens en confiance s'ils ont eu des expériences négatives précédemment. Et c'est une bonne façon, c'est une opportunité à ce moment-là de créer un lien thérapeutique fort avec notre patient. Une phrase qui rejoint ce qu'on vient de dire juste avant. Je vais faire une traduction libre. Là. Tu peux pas verser d'une tasse qui est vide. Prioriser ta santé mentale et physique. Ça rejoint ce qu'on disait, là. Le vase, quand il est plein puis ça déborde, c'est un problème. Mais si ton vase à toi, il est vide, 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 puis tu essaies d'en donner à d'autres, ça peut pas fonctionner. Une phrase super intéressante qui dit Progress over perfection.
Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà discuté dans le passé. Fait est mieux que parfait, qui est une phrase qui est vraiment clé pour moi. Je pense qu'on a tendance à être perfectionniste probablement dans la santé en général. On est des gens brillants. Les gens brillants réussissent bien généralement parce qu'ils veulent bien faire les choses. Et à certains niveaux, ça peut être correct, mais à d'autres niveaux, ça devient moins pertinent ou ça devient très énergivore. Je fais souvent un parallèle, puis ça, c'est quelque chose que pourtant j'avais bien compris à l'école. Tu sais, des fois, tu as étudié beaucoup, beaucoup pour un examen, puis tu as l'impression qu'il faudrait que tu continues à étudier parce que l'examen n'est pas maintenant, donc tu as encore du temps. Mais je me rappelle, moi, quand j'étais à l'université, puis des fois, je me disais, j'ai pas l'impression que le 5 heures de plus que je mettrais sur cette étude-là m'amènerait à avoir l'équivalent de 5 heures d'études en gain en efficacité ou en pourcentage de notes, si on veut. Donc, des fois, c'est correct d'accepter que l'optimisation initiale de l'étude, par exemple, ou dans la vie pour n'importe quel projet, l'optimisation initiale, elle est vraiment importante, mais rendu à un certain point, cette optimisation-là, le 5 heures de plus, va peut-être pas nous donner quelque chose de grandiose. Donc, c'est correct de passer à autre chose. Dans le cas de la vie en général, puis de notre pratique, souvent, il faut appliquer quelque chose pour bien le comprendre. Donc, c'est super important. Puis pour bien voir de quelle façon est-ce qu'on peut l'appliquer, puis comment est-ce qu'on peut modifier cette application-là de, par exemple, nos connaissances pour faire en sorte qu'on s'adapte à la réalité qui, elle, change constamment. Donc, pendant la pandémie, François Legault disait qu'on a un avion en plein vol qu'on est en train de construire. On construit un avion en plein vol. La vie, c'est comme ça tout le temps. La vie, c'est toujours comme ça. Et ça doit être comme ça, parce que si on commence rien, parce c'est pas assez parfait, ben généralement, on n'arrivera pas à grand-chose. Puis une fois qu'on lance un projet qu'on pense parfait, il n'est pas parfait parce qu'il n'a pas été testé, que ce soit un projet ou dans notre pratique à nous. Donc, peut-être un conseil, si des fois, tu as tendance, évidemment, si tu n'es pas compétent dans quelque chose, c'est important de ne pas le faire, là, autant dans notre pratique que dans n'importe quoi. Mais on dit fake it till you make it. Jusqu'à un certain point, c'est correct. On a souvent, avec ce perfectionnisme-là, peut venir l'espèce de syndrome d'imposteur, là, comme pourquoi moi j'aiderais quelqu'un. En fait, il faut se placer, faut se mettre dans le bain, là, tu sais. Donc, parfois, tu te dis, ah, tu sais, j'ai fait un cours en commotion cérébrale, par exemple, puis je sais pas, j'ai comme pas tant la confiance d'aider les gens. Ben, c'est important d'avoir un bon mentor ou une bonne mentor pour t'aider avec ça. Mais prends-en des patients, tu vas les aider. Et si tu as des questions, ça te prend quelqu'un pour te donner un coup de main à toi aussi. Mais il ne faut pas se sentir imposteur. C'est important de tester nos connaissances puis tester nos acquis pour être capable de devenir meilleur. Choisir ses batailles. Ça, c'est pas juste un conseil en physio, c'est un conseil dans la vie en général, mais peut-être que ça rejoint encore le phénomène de perfectionnisme là, qu'on connaît ou qu'on voit. Peut-être que c'est pas ton cas, mais moi, c'est ce que je vois. En tout cas, c'est ce que ça a été une des choses sur lesquelles j'ai dû travailler puis que je continue à travailler aujourd'hui. Choisir ses batailles. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut pas tout régler d'un coup en même temps. C'est pas possible. Puis la vie va nous amener d'autres problématiques. Donc, de choisir où est-ce qu'on met notre énergie. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pas laisser tomber? Alors, ça veut pas dire d'être mou. Et ça, c'est peut-être quelque chose des fois qui est dur à recevoir, de dire de choisir ses batailles, parce que on veut pas laisser aller nos valeurs. Se battre constamment, ça demande beaucoup d'énergie et ça a un impact significatif sur notre santé mentale. Donc, c'est important de conserver cette énergie-là pour des choses qui sont importantes. Parfois, choisir ses batailles, ça peut vouloir dire d'accepter que la situation est ainsi. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer ou peut-être qu'on ne peut pas changer maintenant ou qu'on peut changer, mais sur des petits efforts à moyen long terme. Donc, c'est important d'en choisir ses batailles. Ça veut surtout dire de choisir où est-ce qu'on met notre énergie. On a juste une quantité d'énergie par jour, par semaine, par mois, par année. Cette énergie-là va varier, on en parlait tantôt, pour toutes sortes de raisons avec les autres sphères qu'on a dans notre vie, ou est-ce qu'on doit mettre notre énergie dans d'autres de ces sphères-là. Donc, de choisir ses batailles, ben, ça veut vraiment dire d'accepter de mettre un montant d'énergie contrôlé sur certaines choses et parfois le plus facile, parce qu'on a plus de contrôle sur soi que sur l'extérieur ou sur les autres, même si c'est pas toujours facile, mais parfois le plus facile, c'est d'accepter que la situation est ainsi. Et ça, parfois, ça vient baisser le niveau de pression, puis on a moins l'impression qu'on a besoin d'agir pour quelque chose sur lequel on peut ne pas avoir de contrôle. Quelqu'un qui dit un traitement ou traitement des patients A+,
écriture de notes C. Alors oui, on peut donner beaucoup à nos patients puis avoir des notes juste correctes. Je pense que c'est correct de faire ça comme ça, tant que ça respecte, encore une fois, ce que notre ordre professionnel nous demande. C'est super important hein, d'avoir une logique, d'écrire. Tu sais, les notes servent beaucoup à nous vérifier, simplement, là, à vérifier la qualité de notre travail de la part de l'inspection professionnelle à l'ordre. Ça sert aussi, si jamais il arrivait quoi que ce soit, si jamais quelqu'un d'autre doit prendre un patient, à savoir d'où est-ce qu'on partait. Donc, tu sais, prendre des notes, c'est peut-être pas quelque chose qu'on aime faire, donc on revient sur un autre sujet, là, mais ça reste quand même malheureusement là, une de nos forces si on compare avec d'autres thérapies ou d'autres thérapeutes qui n'ont pas nécessairement besoin de prendre de notes, mais finalement pour lesquels, des fois, quand on regarde la façon dont ils travaillent, c'est pas tellement professionnel. Donc, oui, favoriser ce qu'on donne aux patients versus ce qu'on donne à nos notes. Il y a quelqu'un qui dit former une relation thérapeutique avec ton patient et venir à connaître cette personne-là vraiment et ses objectifs. C'est la chose la plus importante. C'est vrai, c'est probablement vrai. La relation thérapeutique, ça fait partie des facteurs non spécifiques qui ont un impact significatif sur les outcomes, sur les résultats qu'on a avec nos patients. Le meilleur professionnel de la physio sur papier avec des examens et des notes ne donne pas nécessairement le meilleur professionnel de la physio dans la vie. Pourquoi? Parce que ça inclut des relations humaines. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas, il y a des gens pour qui c'est plus naturel. C'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est juste que ça peut être une question de personnalité. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile de développer ces relations-là pour toutes sortes de raisons, des raisons surtout de personnalité. Il y a des gens pour qui c'est plus facile. Alors, quelqu'un qui est capable de développer une bonne relation thérapeutique avec son patient va réussir à baisser, on en parlait tantôt, les barrières au changement. Et surtout dans des gens qu'on voit avec de la douleur chronique, il y a nécessairement des choses qu'on peut aller modifier ou améliorer dans les habitudes de vie. Et ça, pour ça, ben, premièrement, il faut savoir c'est quoi les habitudes de vie de notre patient. Et pour le savoir, ben, il faut l'écouter, il faut poser des questions, il faut le demander. Et ben, par la suite, la personne doit nous faire confiance assez pour tenter ce qui est très difficile pour un humain de changer des habitudes. Dans le changement d'habitude ou dans le changement tout court, on dit, puis ça c'est de la recherche, là, on dit qu'il faut, je pense que c'est 2,8, là, mais mettons qu'on arrondit ça à 3. La personne pour changer doit avoir un bénéfice qui est 3 fois plus grand. Donc, le changement doit être 3 fois mieux en termes de perception, évidemment, c'est pas toujours une question de réalité, là. Le changement doit être 3 fois mieux que ce qu'on a déjà. Donc, c'est plus facile pour l'humain de rester là où il est parce que pour voir quelque chose qui est 3 fois mieux que ce qu'on a déjà, ça prend quand même quelque chose qui est significativement meilleur en termes d'apparence pour la personne. Donc, évidemment, si on veut que la personne qui est notre patient, amène du changement dans des habitudes de vie qui peuvent maintenir ces problématiques de santé physique, là, comme dans ce que nous on fait, mais la personne doit voir que c'est 3 fois mieux de le faire. Et comment est-ce qu'elle peut voir ça? Mais c'est parfois le fait qu'on va réussir à la convaincre que c'est 3 fois mieux. Donc, c'est super important de développer une forte relation thérapeutique parce qu'on a un rôle de coach, j'en parle souvent. Une phrase en anglais qu'on dit Motion is lotion. Alors, ça veut dire que bouger, ça va nous huiler. Oh, bouger, ça va nous huiler. Tiens, je viens d'inventer ça sur le fly. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est important de retourner à l'activité pour nos patients, pour nous-mêmes aussi. Ça fait du bien de bouger, ça a des impacts positifs. Pas toujours pour ce qu'on en pense, hein, pas toujours à cause de l'aspect spécifique biologique, mais certainement beaucoup sur les impacts physiques et mentaux généraux. Il y a quelqu'un qui dit Don't wrap up your identity up in your career. Donc, fais pas en sorte que ta carrière, c'est ton identité. Je suis pas très bien placé pour dire ça et je suis pas d'accord avec les gens qui disent ça. Je pense que c'est important que ton identité ne soit pas ce que tu n'es pas. Si tu n'es pas carriériste ou si c'est pas un bon moment dans ta vie en ce moment pour avoir de la croissance professionnelle, c'est correct. Mais moi, j'aime ça, le travail, j'aime ça, ça me motive, je me motive là-dedans. J'aime redonner aux autres. J'ai appris à prendre ce rôle-là dans ma carrière et j'ai pas fini. Donc,
Je pense que c'est un mauvais. Ça, pour moi, c'est une mauvaise, un mauvais advice. Là, j'ai de la misère à faire ma traduction libre sur le champ. Un mauvais conseil de dire de pas s'identifier par sa carrière. Je pense que le plus important, c'est de ne pas s'identifier par ce qu'on n'est pas ou par ce qu'on veut pas. Parfois, effectivement, il peut y avoir des gens qui s'identifient par leur carrière puis ils se rendent compte que c'est pas ça qu'ils voulaient. Donc ça, c'est correct. Mais il peut y avoir des gens qui veulent pas s'identifier avec leur carrière parce que on leur dit de pas le faire, puis peut-être que ce serait de bonnes choses. Donc, laisse pas les autres te dire quoi faire. Si tu as le goût de t'identifier par ta carrière dans ta croissance professionnelle, ben parfois d'ignorer ce que les autres disent. Hein, on parlait de ne pas aller voir quelqu'un qui critique pour un conseil, ben évidemment, c'est un petit peu la même chose. Donc, ça peut venir baisser cette pression-là qu'on se met sur nos épaules, de la pression extérieure, hein, ce que la société en pense, ce que les autres en pensent. Donc ça, je pense que ça fait partie de libérer une partie de son énergie qui est mise inutilement dans une direction, de se dire, ben, moi, si j'aime ça, travailler, si j'aime ça aider les autres, si j'aime ça ma carrière, c'est correct. J'ai le droit de m'identifier dans ma carrière. J'ai le droit euh, de, de, de thriver. Hey, là, je suis dans le mode bilingue. Là. Je ne trouverai pas ma traduction automatiquement pour le mot thrive. Des fois, c'est un mot qui est difficile à traduire, là, mais avoir de la croissance personnelle dans ce que je veux. Et si je m'identifie par mon sport, ma famille, mes amis, si mon identité est haute, puis mon identité n'est pas obligée d'être dans juste un endroit. Moi, j'aime ça, le travail, ça me valorise, mais mon identité, c'est pas juste le travail. Mon identité, c'est d'autres choses dans ma vie. Donc, ça aussi, on n'est pas obligé de s'identifier par juste une affaire. On est des personnes complexes. Là. C'est compliqué, un humain. Là. On a beaucoup de facettes. Donc, de dire aux autres de ne pas s'identifier avec quelque chose, je pense que c'est juste un travail personnel, c'est de trouver un petit peu là, mais de trouver un petit peu puis beaucoup. Puis c'est quelque chose qui doit être revu souvent dans notre vie parce que les choses changent et la vie change, et la vie évolue, la société évolue et nous, on est dans cette société-là. Mais c'est important de se remettre en question souvent puis de regarder un petit peu où est-ce qu'on s'en va puis est-ce que ça nous convient puis est-ce qu'on aime ça. Blaise a déjà parlé de faire des choses dans lesquelles on est bon puis on amène de la valeur puis qu'on aime. Donc, évidemment, la vie n'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours facile, mais un objectif à moyen puis à long terme, ça peut être d'enlever des trucs qu'on aime moins. Ça peut être d'enlever des trucs dans lesquels on est moins bon. Généralement, quand on est moins bon, ben, on aime moins ça aussi. C'est bien normal. Mais ça ne veut pas dire que ça va toujours être le cas parce que dans la facilité, on grandit pas. On grandit dans des choses. Quand c'est difficile, c'est parce qu'on apprend. C'est un moment c'est un moment d'apprentissage. Euh, dans tous les cas, mais on peut vouloir progressivement s'en aller vers des choses qu'on aime de plus en plus. Et ça, c'est des objectifs, c'est des buts qu'on peut se donner. Et c'est très valorisant quand on arrive à cet endroit-là. Un bon commentaire ici qui dit Be kind for no reason. To others, but to yourself too. Fait que d'être plutôt d'être gentil pour aucune raison aux autres puis à soi-même. Parfois, je pense que c'est quelque chose qui est bon à se dire, ça, dans notre domaine, mais dans la vie en général. Quand on choisit d'être gentil volontairement, même dans des situations, et là, je dis pas que c'est facile à faire, là, c'est dur à faire, mais quand on choisit d'être gentil, puis je me rappelle pas que j'avais vu sur un extrait de podcast, j'avais trouvé ça quand même intéressant, même si des fois ça peut être un peu cheesy, là, de dire, si, mettons, je suis en voiture, puis là, je me dis, OK, des fois, quand je suis en voiture, là, j'ai tendance à être un peu agressif parce que les gens qui savent pas conduire, ça me dérange. Lève la main si ça te dérange. Je lève ma main. Tu sais, puis des fois, j'ai l'impression, c'est comme, t'as pas moi, tout le monde n'aime pas les gens qui conduisent pas bien. Donc, c'est qui conduit pas bien? Tu sais, il doit y avoir quelqu'un qui aime pas les gens qui conduisent pas bien puis qui conduit pas bien lui ou elle-même, là. Euh, mais dans tous les cas, la personne sur le podcast disait, je joue à un jeu. Par exemple, tu s'en vas en voiture puis tu sais que tu vas être 1 heure dans le trafic. Le jeu auquel tu joues pendant cette heure-là, c'est de ne pas te laisser déranger par les gens qui conduisent mal puis par le fait d'être pris dans le trafic. Donc, si tu joues à ce jeu-là puis tu réussis, donc dans le fond, quand tu joues à ce jeu-là,
ben si tu réussis, ça veut dire qu'à un certain pourcentage, la situation d'être pris dans le trafic, puis des gens qui te coupent, puis qui ne mettent pas leur clignotant, etc., ça va t'avoir moins dérangé. Mais si tu es capable de le faire à ce moment-là, ça veut dire que tu es capable de l'appliquer dans le reste de ta vie aussi, tu sais, alors que c'est pas nécessairement un jeu, entre guillemets. Donc, des fois, c'est juste d'être capable de se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. Donc, d'être gentil pour aucune raison, mais ça peut être, si des fois c'est difficile, ça peut être une façon d'essayer de l'apporter, de se dire, ah ben, tu sais, aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée, j'ai peut-être pas bien dormi et compagnie, mais là, aujourd'hui, je vais essayer de jouer à ne pas me laisser influencer par cette situation, comment je me sens négative, là. Et le fait de le pratiquer, ça nous rend meilleurs. Donc oui, tu sais, si par exemple, là, j'ai un patient difficile, on ne sait pas toujours, puis là, c'est facile à dire, là, mais on ne sait pas toujours d'où est-ce que les gens viennent, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie, dans leur journée, dans leur semaine, dans leur mois, dans leur année. Mais de redonner toujours de façon un peu candide de la joie, de la gentillesse et du bonheur aux autres, ben ça nous aide nous-mêmes à baisser cette pression-là de quand la personne n'est pas sympathique, ben de nécessairement devenir pas sympathique. Je pense que ça prend plus d'énergie de confronter la personne avec de la colère, par exemple, que de juste laisser ça aller. Évidemment, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Mais de façon générale, c'est peut-être un conseil qui peut bien fonctionner. Donc, trois derniers. Il y a quelqu'un qui dit Make all your patients squat and deadlift. Fais faire des squats et des deadlifts à tous tes patients. Pas nécessairement, mais la vie demande de la force. Et en physio, parfois, voire souvent, nos exercices sont trop faciles. Donc, si tu fais du contrôle moteur puis du transverse, puis là, on n'est pas là pour parler de la pratique compagnie puis de critiquer, mais aller contrôler du transverse, c'est certainement plus difficile que de traîner 2 sacs d'épicerie lourds de l'épicerie jusqu'à sa voiture. Dans tous les cas, parfois, nos exercices sont trop faciles. La vie, elle est dure et elle est lourde. Faut faire pratiquer à nos patients des choses qui sont difficiles parce que c'est la seule façon de pouvoir retourner à être capable de faire des choses difficiles. Et pas juste les sportifs, tout le monde. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont demandantes. Tu sais, descendre des escaliers, c'est un squat unipodal. Donc, c'est important que la personne qui a mal au genou, quand elle fait des trucs simples, ben, qu'elle soit capable de descendre un escalier, il faut qu'elle soit capable de faire un squat unipodal sans douleur. Donc, elle doit avoir la force, le contrôle, la mobilité pour le faire. Donc, super important. Donc, peut-être pas faire squatter et deadlift tout le monde, quoique c'est des activités qui sont pertinentes dans la vie. Un deadlift, c'est de se pencher avec une charge. On est capable de faire ça sans se blesser. On a moins de chances de se blesser en faisant une flexion lombaire. Des squats, je pense, puis là, si quelqu'un me corrigeait moi là, si je me trompe, mais il me semble que j'ai vu passer récemment que des squats, c'était une des choses qui travaillait le plus en termes d'activité musculaire. Donc, les abdos sont travaillés peut-être plus par des squats que par des exercices d'abdos. Là, donc, c'est super fonctionnel de faire ces mouvements-là. Donc, mon but, c'est pas rentrer dans la pratique nécessairement, mais peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose, moi, que j'essaie de penser fréquemment. Qu'est-ce que cette personne-là fait dans le reste de sa journée? Si moi, je lui donne des exercices trop faciles, on n'aura pas de gain. Et des fois, on n'a pas de gain à cause de ça. C'est trop facile. Il faut que ça soit difficile. Si c'est facile, il n'y a pas de gain. Puis ça, c'est dans n'importe quoi dans la vie. Quelqu'un qui dit de toujours évaluer les deux côtés. Effectivement, des fois, on peut avoir l'impression que la personne est limitée, mais elle est juste comme ça. Donc, il y a beaucoup de variabilité dans les êtres humains, autant dans la grandeur, la grosseur, l'épaisseur et la mobilité, la force, etc. Donc, effectivement, on tente de comparer la personne avec elle-même. C'est ça le plus important. Donc, tu sais, il existe des normales, mais les normales sont beaucoup utilisées dans ce qui est légal en santé physique et on ne trouve pas toujours ça pertinent de notre côté quand on évalue nos patients au niveau de la science, au niveau de la biologie en tant que telle. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourra en reparler. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore jusqu'à maintenant, mais la partie légale, la confrontation entre la partie légale et la partie biologique de notre pratique, parfois, là, surtout quand on parle de tiers payeurs, que ce soit public comme privé. Donc, toujours évaluer des deux côtés. Effectivement, des fois, on peut prendre un mauvais pli puis pas aller vérifier si ça semble être normal. Quand ça semble être normal, quand on évalue de côté, des fois, on se rend compte que finalement, c'est pas anormal. If you're thinking about starting, just start and make it happen from there. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Hein? On construit l'avion en plein vol. Donc, si tu as des bonnes idées, essaie de les appliquer à petite échelle où le risque est peut-être pas trop grand. Bon, ceci étant dit, j'ai entendu
une citation récemment qui disait qu'on peut pas traverser un ravin en deux petits sauts. Donc, il y a des fois, il y a des sauts qui sont... le saut est nécessaire. Si le saut est assez grand, faut le sauter d'un coup, le ravin. Mais bon, il y a des choses des fois qui sont moins impactantes. Alors, effectivement, si tu as des idées de projet, mais commence-les à petite échelle. Tu vas apprendre par rapport à toi-même dans ce projet-là. Tu vas apprendre par rapport aux autres, parfois, là, pas toujours, mais ça dépend toujours des contextes. Mais tu vas certainement apprendre par rapport à ton projet. Est-ce que c'est un projet qui est pertinent? C'est un projet qui fait du sens? Ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être d'appliquer une nouvelle expertise que tu as développée ou pour laquelle tu es allé te former. Donc, juste commencer. Et là, dans le fond, je vais finir avec un dernier commentaire qui dit Don't overthink it. Ne pas penser plus qu'il le faut. Il y a des choses qui se disent bien en anglais, qui se disent moins bien en français quand même. Ne pas penser plus qu'il le faut. Donc, de ne pas être hyper spécifique pour rien. Il y a des choses simples qui fonctionnent en physio. C'est peut-être un de nos défauts. On tente de trouver pourquoi est-ce que nos interventions sont efficaces, puis on a tendance à devenir hyper spécifique dans ces interventions-là. Donc, c'est important d'être spécifique aux patients. Pas toujours pertinent d'être spécifique à ce qu'on pense qu'il est au niveau neuromusculo-squelettique. Donc, sois spécifique à ton patient. C'est ça le plus important. Des fois, les choses simples sont les plus efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils demandent moins de temps, moins d'énergie, puis sont moins coûteuses. Donc, ça, c'est important de garder ça en tête dans notre pratique. Je pense que c'est probablement ce qui nous amène à avoir le plus de baisse de pression, de performance en physio, de se dire que les choses sont pas compliquées, puis qu'on est capable de faire des choses simples pour aider nos patients, simplement si on est focus sur qu'est-ce que le patient veut et a besoin. Donc, être spécifique au patient, c'est ça le plus important. Si tu trouves ça intéressant, on a créé un guide pour nouveaux gradués. Je vais le mettre en lien sur mon Instagram. Si jamais ça t'intéresse, tu as cliquer, tu remplis quelques informations, puis tu vas y avoir accès. Guide pour nouveaux gradués ou peut-être pour jeunes professionnels, ce qui fit avec un peu la discussion d'aujourd'hui. Donc, écoute, c'est une tentative de jaser de trucs un peu différents. Donc, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Comme d'habitude, super intéressant de recevoir tes commentaires. Gêne-toi pas. À la prochaine. Le prochain podcast, c'est le dernier de la saison. On va finir à fin mai 2024 pour cette saison-ci. Et je vais recommencer à l'automne, prendre un petit break pendant l'été, puis une couple d'autres trucs qui s'en viennent là, sur lesquels je vais avoir la chance de travailler. Toujours un plaisir de discuter. À la prochaine. Merci d'avoir écouté Élever la physio avec moi-même, François Grégoire. Pour me rejoindre, j'aime toujours ça savoir comment est-ce que tu trouves mon contenu, est-ce que tu as des idées de sujets, de quoi est-ce que tu voudrais qu'on discute. Frankie Physio sur Instagram, sur Facebook ou à mon courriel françois@mouvementphysio.com. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.